l'histoire, c'est la législation, la célèbre loi du 16 juillet 1971, celle à laquelle tout le monde se réfère ou s'est référé à un moment ou à un autre. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que malgré tout ce qui précède, au début des années 70, la grande majorité de la population quitte l'école sans diplôme, ou uniquement ou au mieux avec le certificat d'études. Donc, continuer à se former, c'est vraiment constitutif d'une deuxième chance. C'est bien dans cet esprit-là qu'il faut se mettre. Alors, dans une période où, alors que l'économie française est en train de passer ou de réussir son passage à l'économie industrielle, l'accès à la qualification pour les personnels, c'est aussi arriver à échapper à des conditions de travail pénibles. Donc, deuxième chance, et échapper à des conditions de travail pénibles. C'est dans ce sens-là, la formation professionnelle, c'est à la fois répondre à des aspirations, c'est adapter la manœuvre, et ça va aussi être un facteur d'innovation dans la mesure où les temps de formation sont aussi des temps où les uns et les autres vont pouvoir réfléchir sur les conditions de la performance individuelle et de la performance collective. Donc la loi de 71, elle va bien définir que la formation est un facteur clé de la performance économique, est un facteur clé du développement personnel et qu'il est situé au cœur de la relation de travail et au cœur du dialogue social. Cette loi avait deux grandes ambitions. D'un côté, promouvoir l'individu et égaliser les chances, et de l'autre côté, faire face aux changements économiques que l'on rencontrait de plus en plus. Alors, elle a renforcé un certain nombre de choses, en particulier le rôle de l'État dans la définition des politiques de formation. Elle a renforcé et développé aussi les pratiques de convention entre les entreprises et les organismes de formation. Elle a fortement soutenu et accru le rôle des représentants du personnel dans la discussion et le dialogue dans l'entreprise autour de la formation. Puis elle a aussi permis de réglementer à la fois la rémunération et la protection sociale des personnels en formation. Ceci dit, elle a aussi innové dans un certain nombre de domaines, particulièrement en introduisant l'obligation de financement pour les entreprises de 10 salariés et plus, obligation de financement de la formation. À cette époque bénie, pour un certain nombre d'entreprises, c'était juste 0,8% de la masse salariale. Elle a innové aussi dans la mesure où elle a généré la création des FAF, les fonds d'assurance formation, et puis mis en place les possibilités de mutualiser les fonds avec les ASFO ou des groupements professionnels ou des groupements d'entreprises. Alors, elle a eu, si on cherche à en faire un petit bilan critique, elle a eu des effets positifs, mais elle a aussi eu, on le verra après, je dirais, des effets un peu négatifs, la loi de 1971. Alors, essentiellement, elle a permis d'ouvrir toute une série de nouvelles dimensions pour la formation au regard des pratiques antérieures. Elle a permis réellement un courant d'expérimentation, d'idées, de concepts, de recherche, de formalisation de nouvelles pratiques, et elle a stimulé la réflexion autour de la pédagogie des adultes. Deuxième grande chose qu'a permis la loi de 71 aussi, c'est de pousser à l'aménagement du potentiel formatif des entreprises et des structures professionnelles. Et enfin, elle a réellement fait rentrer dans les idées, que la formation était un droit, et d'autre part, que la notion d'éducation continue constituait un véritable enjeu. C'est ça que ça va être un peu les effets positifs. Si maintenant on essaye de voir les effets négatifs de cette loi, elle a essentiellement fabriqué ou contribué à fabriquer une culture chez les acteurs de la formation et particulièrement les entreprises dont découlent un certain nombre de pratiques. Alors,
l'obligation de dépense, à partir du moment où dans l'esprit de certains elle s'est traduite par le terme impôt ou taxe formation, elle a poussé un certain nombre de gens à considérer qu'il était plus commode de payer et de ne rien faire que de vouloir faire des choses. D'autre part, il y avait toujours une forme d'ambiguïté sur le calcul qui traînait, puisque comme les salaires des personnes en formation étaient inclus dans la dépense, ça majorait un peu quand même la réalité de ce qui se passait. Bon. Deuxièmement, elle a mis en place, cette législation, des critères d'appréciation de la formation qui sont tout de même relativement contraignants. La nécessité d'avoir des périodes de théorie, de pratique, d'avoir des progressions, des participants identifiés, un système formel d'évaluation en fin de stage, etc., qui a contribué à refermer la réflexion de la formation sur l'entité stage. C'est essentiellement formation, ça voulait dire stage. Donc ça a un peu mis les réflexions dans un entonnoir, parce que derrière stage, on a vu apparaître immédiatement les logiques de catalogue, etc. Donc c'est quand même une façon un peu particulière de penser les choses. Troisième effet négatif, c'est elle a poussé, puisqu'il y a une obligation pour les entreprises à soumettre leur plan de formation à leur comité d'entreprise aux alentours du mois de novembre, elle a quand même poussé à une planification annuelle. Et c'est quand même relativement ambigu ou contradictoire de se dire on a une logique de formation permanente qu'on essaye de combiner avec une planification annuelle. C'est au moins paradoxal. Et enfin, elle a généré pour partie, je dirais, une forme d'opposition entre les salariés et les entreprises autour des formations à l'initiative de l'entreprise et des formations à l'initiative ou à la demande des salariés. Et donc, elle a généré dans les entreprises, je dirais, une espèce de typologie des entreprises, certaines se rangeant, je dirais, dans des pratiques purement fiscales de la formation. Je dois payer une somme, je paye la somme, et puis une fois que j'ai payé, je ne parle plus de rien. Deuxième catégorie d'entreprises, des entreprises qui vont se préoccuper exclusivement de l'obligation légale. Je dois déposer tant, je m'arrête quand j'ai déposé ça. Des entreprises qui vont mettre en place, et c'est le cas le plus fréquent, des systèmes de catalogue constitués à partir d'un inventaire de l'offre et des demandes. Des entreprises qui vont aller vers la mise en place de systèmes de recensement, c'est aller à l'écoute des besoins des salariés. Et enfin, quelques entreprises plus rares qui vont effectivement gérer leur effort formation comme étant un investissement réel sur la ressource humaine, sur ce que certains ont appelé le capital immatériel de l'entreprise.